Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Cube Radio. J'aimerais revenir pour commencer sur cette affaire-là qui finalement est une espèce de feuilleton. Hein. On savait que les Jeux olympiques allaient nous faire vivre toutes sortes d'émotions, qu'on allait découvrir des nouvelles disciplines, qu'on allait découvrir de nouveaux athlètes. Et là, finalement, il y a eu cette affaire, là, l'affaire qu'on peut désormais appeler Imane Khalef. Hein. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est une boxeuse, aux dernières nouvelles, d'origine de l'Algérie. Manifestement, on n'ira jamais au fond de cette histoire-là parce que tout ce qui est important dans l'histoire est gardé secret. Je rappelle, c'est une boxeuse officiellement désignée comme telle par le Comité international olympique qui avait été bannie des mondiaux de 2023, donc il y a un an, parce que lui avait fait passer un test de féminité. On s'était rendu compte qu'elle avait un taux de testostérone anormalement élevé. On avait aussi remarqué qu'elle avait des chromosomes XY, ce qui n'en faisait pas une femme. C'est-à-dire que si vous avez des chromosomes XY, vous êtes un homme, tout simplement. Donc là, on l'avait laissé disputer tous ses combats de qualification. Et là, elle s'était rendue en finale. Et là, les résultats avaient été révélés. Et on lui avait dit, vous ne pourrez pas faire la finale. Elle et une autre boxeuse taïwanaise. Les deux, aujourd'hui, elles disputent des combats aux Jeux olympiques et elles gagnent leurs combats. Jusqu'à présent, elles gagnent tous leurs combats. Donc, ça ramène la question très, très, très légitime et très, très importante et une question aussi qui est d'ordre de la sécurité, à savoir, est-ce qu'on devrait laisser compétitionner des boxeurs hommes ou qui ont été désignés comme tels avant parmi les femmes? C'est sûr que c'est assez délicat parce que là, évidemment, il y a des gens qui s'en prennent à Imane Khalef sur les réseaux sociaux. On l'a vu donc disputer son deuxième combat cette fin de semaine. Elle l'a remporté, c'était vendredi. Et en sortant du ring, elle pleurait. Elle disait « J'en reviens pas comment j'ai reçu des messages haineux ». On ne peut pas encourager ce genre de comportement-là. Par contre, et là, je veux être clair, je ne suis pas en train de dire que ces gens-là qui envoient des messages anonymes avec des pseudonymes genre Gypsy Clock 1, 2, 3, 4, puis on ne sait pas c'est qui. Je ne dis pas que ces gens-là ont raison de faire ça, mais je dis juste une chose, c'est que c'est quand même étonnant que pour un certain féminisme, le simple fait de s'inquiéter de la sécurité des athlètes, ça fait d'eux des transphobes. Ou alors ça fait d'eux des misogynes, ou ça fait d'eux des gens sans cœur, alors qu'il devrait y avoir une inquiétude. Elle devrait exister. Elle devrait s'exprimer. Même si la boxeuse est finalement une femme. Alors on ne devrait pas diriger l'inquiétude vers cette femme-là, mais il faut en parler. Il faut en parler parce que par le passé, on a exclu des athlètes pour des raisons qui me semblent légitimes. Et là, dans cette histoire-là, ce qui est aussi frappant, c'est d'entendre des gens... Moi, j'ai eu un accrochage avec un journaliste de Radio-Canada dans les derniers jours sur Twitter qui me disait, là, la plupart des commentateurs plus conservateurs, plus réac, c'est notre nouveau titre, vous vous fiez à la décision de l'IBA, cette association mafieuse qui a été... donc, a perdu toute sa reconnaissance dans les dernières années. Vous ne devriez pas vous fier à cette association-là. Ce qui est quand même étonnant dans ce raisonnement-là, c'est que les gens qui défendent la décision du Comité international olympique et qui s'en prennent à la légitimité de l'IBA ne contestent qu'une décision de l'IBA. C'est celle qui ne fait pas leur affaire. Le vrai courage consisterait à pousser au bout la logique dans ce raisonnement-là. Si vous dites que l'IBA est une association mafieuse qui n'a pas d'affaire à avoir exclu ces athlètes-là il y a un an, contester toutes les décisions de l'IBA. Ça veut dire contester la validité de tous les résultats de tous les combats, virer les juges, en appeler à ne plus jamais les engager, revoyer les classements. Et là, on se rend bien compte que ça remet en cause, donc la légitimité même des Jeux olympiques. Donc, on voit que ce raisonnement-là, quand il est tenu donc jusqu'au bout, il ne tient pas. Autre chose que j'ai lu cette fin de semaine, c'est dans la presse, en drôle d'époque dans laquelle on vit quand même. On sait que ce sont les festivités entourant
la fierté gay. Hein, je pense que ça s'appelle encore comme ça. Et les communautés LGBT qui ont organisé toutes sortes d'événements au mois d'août. Et là, on a un article dans la presse sur la transphobie, hein, ce mouvement qui aurait pris encore plus d'ampleur dans les dernières années. On nous dit là, que les LGBT perdent des droits. C'est tout à fait vrai là, aux États-Unis. On nous dit qu'il y a une montée de la haine. On évoque des manifestations anti-trans. Moi, je me souviens, si je peux me permettre, quand même plus de manifestations où il y avait des gens relativement bien intentionnés qui s'inquiétaient de voir leurs enfants être instrumentalisés par le mouvement LGBT. Est-ce que ça, c'est de la haine? La question se pose. Mais je me pose une autre question, mesdames et messieurs. Dans l'article dans la presse de Quentin Dufresne, il y a une femme. Bon, je dis que c'est une femme parce que sur la photo, ça a l'air d'être une femme. Je ne sais pas comment elle se présente, mais elle témoigne de son expérience. Elle dit, je la cite, « Le contexte mondial fait peur aux personnes trans et à d'autres personnes marginalisées, mais se mobiliser, rester en communauté et sortir, c'est notre manière à nous de nous défendre et d'avoir un pouvoir, tous, ensemble, » dit Rosie Bourgeoisie, qui s'identifie comme une personne trans non-binaire genderfuck. Mettons que je ne comprends pas ce que ça veut dire « tous ensemble », OK? Mettons que je ne comprends pas non plus c'est quoi une personne trans non-binaire genderfuck. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'anti-trans? Je pose la question parce que j'ai vraiment de plus en plus l'impression que de poser des questions ou se sentir tout simplement dépassé par cela. C'est-à-dire que le train passe à côté de nous puis ça va trop vite, puis ça fait du vent, puis wow, nos cheveux partent au vent, nos robes volent dans les airs, on est comme dépassés, on est des gens bien ordinaires, nous autres, là, vous comprenez? Est-ce que ça fait de nous des gens anti-trans que de se poser des questions? Tu sais, j'irai pas manifester contre les personnes LGBT. J'irai pas vous traiter, s'il y a des gens qui nous écoutent, de ci, de ça. Hein, je vous ai parlé du pseudonyme Gypsy Clock 1, 2, 3, 4, yeah, yeah. Je me cacherai pas derrière ce pseudonyme-là non plus pour m'en prendre à des gens qui disent appartenir à la communauté LGBT. Mais j'ai des questions. Je me pose des questions. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'anti-trans? Ah, ben je sais pas. De toute façon, je pense que c'est plus moi qui décide. Dans la presse, un article, un portrait, en fait, c'est l'été. Hein, donc, on fait le portrait d'artistes, de gens très connus. C'est souvent très, très intéressant. On découvre où ces gens habitent, qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre, qu'est-ce qu'ils mangent. Franchement, je le dis sans sarcasme, ça peut être intéressant. Et cette fois-ci, c'est Kev Lambert. Ah, vous connaissez Kevin Lambert. Mais Kev Lambert, c'est Kevin Lambert. Kevin Lambert, qui est l'écrivain applaudi par la critique en France. C'est un exploit, là. C'est un petit gars de Chicoutimi, de 31 ans, qui a publié 4 livres. Et là, il se fait désormais appeler Kev Lambert. Pourquoi? Parce que il est en transition. Donc ça, on l'apprend dans le texte de Marc Azivi. Ça le regarde, franchement, là, ça le regarde. Transition, lui, c'est pas exactement passer d'homme à femme. C'est que lui, il a toujours été mal à l'aise dans son corps d'homme. Et là, il nous dit, on m'a toujours dit que je ressemblais à une femme et je pense que c'est le cas. Donc, je pense que je suis androgyne. Donc là, dans les années à venir, il va changer certains habillements, certains peut-être comportements, peut-être ajuster sa voix. Ça le regarde. Ça nous regarde aussi, quoique, parce que ça se retrouve quand même dans la presse, qui est le journal, parmi en tout cas les journaux les plus lus au Canada. Je vais vous citer Kevin Lambert, de son ancien nom, sur l'identité masculine et féminine. La fixité, la pétrification, ça m'angoisse. Ce qui m'intéresse, c'est de me dépétrifier, parce que le genre est une pétrification. Pour moi, c'est plus un processus de décalcification, de désidentification, franchement, que de construction ou de renforcement identitaire. L'identité ne m'intéresse pas. Donc là, tu te dis, wow. Donc là, moi, je fais preuve d'ouverture. Le gars veut changer sa vie. C'est parfait, ça ne me regarde pas. Mais quand même, là, d'une certaine façon, il est en train de dire, vous qui êtes des hommes, là, hein, ou vous qui êtes des femmes, vous êtes des roches. Parce que la pétrification, c'est ça. Hein, c'est transformer une substance en une roche. Hein, c'est l'immortaliser. C'est la fixer. C'est la rendre brusque, la rendre non malléable. Donc, je souhaite bonne chance à Kev Lambert dans sa transformation et je dis bonjour aux pétrifiés de ce monde. La grande majorité d'entre nous salue les pétrifiants. Donc, sur le même sujet, vous constatez bien ce matin que je me sens dépassé par le train. Ça va vite. Il y a un écrivain très connu
en France, Frédéric Beigbeder, qui a écrit un livre qui s'appelait 99 francs, qui a été adapté au cinéma, dans lequel a joué Jean Dujardin. Frédéric Beigbeder, c'est celui aussi qui a écrit « L'amour dure 3 ans ». Ça, c'est un livre que j'ai passé à toutes sortes de gens, un livre qui m'est jamais revenu, que j'ai acheté 1000 fois pour le repasser. Ça m'a appris à ne plus passer des livres, finalement. Frédéric Beigbeder, il est pris dans des ennuis là, avec la justice depuis quelque temps, des affaires d'inconduite sexuelle, mais il était pris dans des ennuis auparavant. Il avait écrit un livre qui avait été très, 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 très mal accueilli par un certain groupe féministe qui était allé briser les vitres, imaginez-vous, de la librairie où il avait organisé son lancement. Donc, des gens très ouverts. Donc là, il se pose la question, lui, dans le Figaro, c'est un journal français de cette fin de semaine, il se demande qu'est-ce qu'il va arriver des hommes. C'est une question qu'on fait bien de se poser ce matin, quand Kev Lambert nous dit qu'un homme, c'est une roche. Qu'est-ce qui va arriver des hommes? Alors, il écrit un texte qui se déroule en 2065. Alors, c'est un texte dystopique, c'est une nouvelle, qui se déroule dans un univers futuriste. Il dit « Notre disparition fut progressive, on ne s'est pas aperçu tout de suite, car le mouvement venait de loin, la baisse de natalité. » On observe ça dans nos sociétés. L'impuissance sexuelle globalisée par la trouille de MeToo. On en parle souvent ici aussi. Les garçons trouvent ça de plus en plus difficile d'approcher les filles. Darwin avait prévenu, la nature élimine les faibles, les inutiles, les dinosaures. Ben oui, mais ça c'est nous autres, ça c'est les hommes. Elle n'allait pas se payer le luxe de conserver l'humain de sexe masculin. Cette créature coupable, violente, vulgaire et criminelle avait fait son temps. C'est nous, ça. J'ai passé ma vie entière à guetter les naissances pour espérer un ami, un compère, un gars avec qui chanter du Julio Iglesias. Aujourd'hui, j'ai 100 ans. Donc, dans son monde, il a 100 ans. Je suis le dernier homme et je ne bande plus. En 165, je peux faire le bilan. Remplacer les hommes par les femmes n'a pas amélioré le sort de l'espèce. Les guerres ont continué. Les rivalités et la violence n'ont pas disparu. L'absence de mecs n'a pas aboli l'amour, ni l'alcool et la drogue, ni les voitures sport. C'est vrai que les filles aiment ça, les chars sport également. Oups, il ne faut pas le dire. Ni le système capitaliste. Il fait 50 degrés partout. Oui, c'est vrai que sans les hommes, je pense qu'on se dirige quand même vers le changement climatique. J'ai réfléchi longuement afin de laisser une trace indélébile de mon sexe. Je voulais que l'on se souvienne que les hommes avaient aimé les femmes. C'est vrai que ça a l'air plus compliqué que ça, la vie d'habitude, mais pourtant, c'est aussi simple que ça. Les hommes, pour la plupart, sont des gens qui font leur possible pour aimer des hommes ou des femmes. Puis, les femmes sont des gens bien, en général. Mais bon, il semblerait qu'il faudrait donner un gros coup de pied dans la fourmilière. Moi, je dis non. Bienvenue à Cube.